Donc je vais repartir des mêmes 4 points que Gilles a abordés, pas dans le même ordre. Il a dit que l'ordre n'était pas important. Alors moi, pour mon exposé, l'ordre était un petit peu important dans la manière dont j'ai organisé l'exposé. Je suis déjà parti, en fait, du fait qu'on a introduit dans l'enseignement, il n'y a pas très longtemps, hein, ça fait 3 ans, 4, un enseignement d'informatique au collège, à partir du cycle 4, et qu'on avait une lettre de saisine pour introduire l'informatique, et dans cette lettre de saisine, il était écrit que la programmation informatique qui sous-tend les activités de création numérique permet à l'élève de procéder par essai et erreur, d'analyser, de vérifier et de corriger. Sous-entendu que, enfin sous-entendu, je ne sais pas, en tout cas, c'est un avantage par rapport à d'autres approches comme l'approche mathématique. Certainement qu'en mathématiques aussi, on peut procéder par essai, erreur, analyser, vérifier, corriger, et que c'est un point commun avec les mathématiques. Et quand j'ai enquêté récemment auprès d'un référent numérique de l'Académie de Toulouse, j'ai vu remonter de manière assez... qui m'a surprise en tout cas, comme un point absolument très important et fondamental, qu'il fallait absolument que la manipulation précède toute tentative d'abstraction et qu'il fallait donc favoriser les activités débranchées. Et pour moi, je m'étais dit, quand j'avais pris cette lettre de saisine, je m'étais dit, ah ben on va programmer, on va jouer avec des petits robots sur lesquels on va appuyer sur des boutons. Et pour moi, la manipulation ne serait pas justement l'activité débranchée qui, pour moi, me semblait beaucoup plus abstraite. Alors je me suis interrogé, j'ai été voir donc dans divers sites des exemples d'activités débranchées. En voilà une qui va consister à travailler avec les élèves et à leur demander qu'est-ce qu'il faut donner comme commande au robot pour qu'il aille arroser la fleur. Donc déjà, l'élève va être amené à réfléchir au code à donner au robot, de se déplacer d'un certain nombre de cases vers la droite, de prendre la rasoir, j'ose pas compter le nombre de cases parce que je vais me tromper, de retourner du bon nombre de cases vers la gauche, de prendre de l'eau et de revenir arroser la plante après s'être déplacé. Et comme je le disais, pour moi, alors c'est assez amusant parce que Gilles vient à l'instant de nous parler de toucher des hexagones. Et ce matin, je crois, Étienne parlait de toucher, mais toucher, c'est pas tellement sur l'écran et c'est pas tellement sur la feuille de papier. Et ça serait plutôt des objets concrets qu'on pourrait toucher avec les mains, tourner dans l'espace, regarder sous tous les angles. Et donc cette activité-là, j'ai marqué, attention au risque de se limiter à des fichiers. J'ai l'impression des discussions que je peux avoir avec des enseignants, des profs des écoles, que comme ils ne se sentent pas toujours très à l'aise avec les mathématiques, assez rapidement ils peuvent se réfugier derrière l'utilisation du manuel, du fichier qui donne des consignes, et qu'on se retrouve à faire des choses sur papier et de ne pas avoir du matériel, et qu'au contraire il faut encourager à avoir du matériel. Alors ces activités débranchées, on peut les faire avec des petits cartons qu'on déplace, avec des choses qu'on manipule. Mais voilà, une première alerte, je ne vais pas arrêter de mettre des alertes là dans mon exposé. Une première alerte, quand on veut faire... Alors c'est une très bonne chose effectivement de faire des activités débranchées, mais il ne faut pas perdre de vue que de toucher, manipuler peut être intéressant aussi. Et puis là, j'ai du mal à voir quelle est la démarche essai-erreur qui était encouragée dans la saisine des programmes d'informatique. Et je me demande, voilà, l'élève face à quel est l'essai-erreur? Parce qu'encore une fois, derrière l'idée de l'essai-erreur, c'est que l'ordinateur, une fois que ça va être programmé, il va bien voir ce qui se passe. Et puis si ça ne fonctionne pas, il va s'interroger, il va essayer de corriger. Et il va, à tâtons, avec un programme, en interagissant avec la machine ou avec le petit robot, il va pouvoir voir ce qui se passe. Alors j'en viens justement au deuxième point sur un peu de programmation. Donc là, je me dis, allez, on manipule davantage. On va prendre un petit robot pédagogique. Et puis ce petit robot pédagogique, on va le mettre dans un labyrinthe. Et puis on imagine toutes les choses qu'on peut faire par des élèves, comme leur faire construire le labyrinthe, leur donner le labyrinthe préconstruit, faire construire le labyrinthe par un élève et un autre qui doit programmer le robot pour se déplacer dans le labyrinthe. Et donc là, il y a plein d'activités qui se font déjà, même si ce n'est pas dans les programmes d'école primaire. Il y a déjà des activités qui se font, et dès la maternelle, pas avec des labyrinthes compliqués comme celui-là, même en allant tout droit et en se demandant de combien de cases je dois avancer, qui se mettent en place. Là-dessus, comme je vous ai dit que j'allais alerter, donc effectivement, là, on va pouvoir permettre la manipulation, la démarche essai-erreur où on regarde ce qui se passe pour le robot. Pour l'avoir expérimenté soit avec des élèves, je suis allé dans des classes, mais soit plus fréquemment en formation avec des futurs profs des écoles. Premièrement, le robot, il est confronté au réel.
contrairement à la page suivante où on va avoir un programme sur un ordinateur, le robot, il va jamais tout droit. Il a une roue qui roule un petit peu moins vite que l'autre. Il se met à tourner, à faire tomber le labyrinthe. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, j'entendais des physiciens dire qu'on se confronte au réel et que ça pose des questions. Là, il y a une vraie différence entre travailler avec un robot et travailler sur un écran d'ordinateur. Mais quelque chose de plus difficile pour l'enseignant, c'est de se positionner et de savoir quel rôle il va pouvoir jouer. Parce que quand on programme un robot en appuyant juste sur les boutons, il n'y a pas de trace écrite. Et pour voir ce que l'élève a fait, et pour l'aider, pour l'accompagner et lui donner des suggestions, c'est pas évident du tout. Et on n'a pas, quand on a des... Alors moi, quand j'interviens auprès d'élèves, j'ai pas les classes entières. Heureusement pour moi. Parce qu'avec une classe entière, à regarder ce que tous les élèves font, et pour pouvoir les accompagner tous, ça devient très difficile. Même au collège. Alors donc là-dessus, c'est un petit peu plus simple quand on a des programmes de programmation par bloc, là où il reste une trace écrite, où on voit le programme par bloc qui est à l'écran et on peut essayer d'aller... Alors il y a toute la phase où l'élève il est face à l'ordinateur, ça se passe mal et puis il reprend et puis effectivement ça se met très bien en place et puis les élèves ils adorent ça. Ah oui, sur les robots c'est pareil, il faut faire attention que quand ils bloquent parfois ça devient un petit peu difficile, ils adorent ça mais ils se mettent à jouer. Quand ils bloquent, au lieu de se confronter et de chercher la solution, ils peuvent commencer à, on va faire les choses un petit peu aléatoirement. Quand on va vouloir corriger le programme, il faut être très attentif à ne pas faire une correction aléatoire. Assez souvent, moi je vois mes étudiants à l'université, là, les futurs profs des écoles, ça marche pas, je prends la deuxième ligne, je la mets en premier, je la mets en troisième, je change l'ordre, et puis je clique sur le bouton. Et puis à un moment, il arrive dans la petite case jaune, ça y est, j'ai fait mon boulot. Mais de pourquoi ça marche, l'interrogation ne vient pas nécessairement. Et là, le rôle du professeur est là pour interroger, mais pourquoi ça a marché ? Donc voilà, là-dessus, s'interroger sur la validité du programme est un point qu'on a en commun avec les maths, parce que très vite, on va voir qu'on aborde des questions de démonstration, en fait, sans forcément le dire. Et que c'est là qu'on prend un rôle où quand... Bon, moi, j'interagis beaucoup avec des profs de collège, moi avec des profs des écoles, et les profs des collèges, ils demandent assez souvent, mais est-ce qu'on fait vraiment des maths ? Pourquoi on nous l'a donné à nous, enseignement de maths, cet enseignement d'informatique ? Et mon discours, c'est de dire, regardez, quand vous rentrez dans la justification de est-ce que ça fonctionne, et quand on va aller plus loin, est-ce que ça fonctionne dans tous les cas ? La généralisation. Et là, on aborde des problèmes qui sont de l'ordre de la démonstration et qu'un matheux peut, au niveau du collège, peut très bien prendre en charge sans problème. Au niveau de l'école primaire, je n'ai pas la réponse de savoir jusqu'où on peut aller avec les élèves. C'est quand même quelque chose qui est assez récent, c'est pas encore explicitement dans les programmes de l'école primaire, mais s'il y a des choses qui se mettent en place, il va non seulement falloir qu'il y ait de la formation des enseignants, et là quand on voit la formation qui a été proposée aux profs de collège, elle est assez maigre, celle qui se profile pour les profs de lycée, les former en 3 semaines sur le programme de licence 3e année d'informatique, c'est quand même léger. Et puis derrière ça, il y a tout le côté dont Denis parlait ce matin, qu'il faut les équiper aussi pour réagir en temps réel aux questions qui vont arriver. Donc là, c'est tout l'artillage didactique qui va réfléchir à qu'est-ce qu'un élève peut être amené à poser question, quelle réponse on peut amener. Il y a des choses à faire, c'est pas fait. Sur l'algorithmique, justement, je disais qu'on va s'interroger, alors on va se dégager du problème matériel, on va y perdre l'aspect essai-erreur et on va passer dans de l'abstraction juste en regardant l'algorithme. Comme disait Gilles, les algorithmes, ça existe depuis longtemps. Juste à titre indicatif sur justement la démarche de projet sur un algorithme, on peut très bien ne pas décortiquer l'algorithme et prendre les étudiants en formation profs des écoles et leur dire voilà, traduis-moi cette tablette. Alors on va les aider petit à petit, on va donner des pistes pour comprendre, on leur dit que ça parle de nombres. Et puis en 1 heure de TD un peu guidé, ils arrivent à découvrir que c'est un algorithme de la multiplication, à expliquer comment cet algorithme marche. Et voilà, donc on pourrait les laisser sur du temps plus long, éventuellement chercher davantage, mais même sur des algorithmes très classiques en maths, on peut les faire chercher. Encore une fois, je ne dis pas que je saurais faire avec des élèves d'école primaire. Donc identifier les algorithmes en mathématiques, Gilles en a parlé.
Donc ma petite alerte, attention, si on part sur le versant algorithme, il ne va pas falloir oublier de donner du sens et de ne pas se limiter à juste j'applique une technique, ça y est, je sais, parce que là, ils vont inventer leur propre algorithme d'addition et de soustraction, de multiplication, de ce que vous voudrez. La soustraction, bien entendu, je prends le plus grand moins le plus petit. On a vu ça dans des exemples de production d'élèves. Je me pose plus de questions, j'applique une technique, j'ai mon propre algorithme. Et donc, après, leur dire oui, non, mais ça, ton algorithme, il ne marche pas, il y a un algorithme officiel qui marche et c'est celui-là que tu dois appliquer, ça passe bien sur 80%, enfin je dis les nombres au hasard, 80% des gamins, mais ceux-là où ça bloque, c'est là qu'il y a du travail à faire si on veut sortir. On a encore vu, là en début d'après-midi, il y a toujours très inquiétant, c'est 20% qui, même en fin de, je ne sais plus, c'était CE2, ne savent toujours pas que ça ne fait pas 3 km au lieu de 3 cm. Et donc là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour ceux-là? Comment on arrive à débloquer? Ouf, on est arrivé avec la grande majorité à faire, mais il y a quelque chose à faire pour les autres. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la validation de l'algorithme, hein, qui est vraiment une activité commune, mathématique, informatique, en tout cas à ce niveau-là. S'interroger, même quand on déplace un personnage dans un labyrinthe, il va y avoir la question de savoir, et alors, est-ce que si je te mets d'autres labyrinthes, ça fonctionne? D'essayer de trouver des contre-exemples. Voilà, l'algorithme produit par l'élève, est-ce que vous pensez qu'il marche si on imagine des algorithmes, on fait programmer, nous, avec des élèves, encore une fois, pas en situation de classe, mais en situation périscolaire. Donc, ça veut dire que nos élèves, ils sont volontaires, ils sont déjà choisis, c'est ceux qui sont appétents, là, qui ont envie de faire. On les fait programmer en disant, voilà, tu as un robot, tu dois le faire aller de cette côté de la planche à l'autre côté. Tu dois mettre un programme, alors ça va faire travailler les if et les conditionnels, et c'est moi qui choisirai, je mets l'obstacle. Et donc ton programme, il faut quand même que tu arrives à faire traverser ton robot. Donc avec des élèves d'école primaire volontaires, on arrive à faire des programmes là où effectivement ils construisent quelque chose. Et donc le jeu, c'est de prendre un deuxième élève et de lui dire, bah, vas-y, mets l'obstacle, essaye de contrer le programme du premier. Donc on est dans la recherche de cas, de contre-exemples, etc. Bon, et pour terminer, j'ai eu une discussion avec Gilles avant qui posait la question des logiciels. Alors je ne vais pas avoir l'entrée par... Tiens, j'ai oublié de parler quelque chose dont je voulais parler aussi sur les robots qui se déplacent dans des labyrinthes. Il y a un lien fort à l'école primaire avec, et puis dans le programme, ça avait été écrit comme ça en 2015, il y a un lien fort avec se positionner dans l'espace et se repérer. Mais en travaillant avec des élèves, j'ai vu qu'il y a quand même une différence entre les maths et l'informatique sur ces questions-là. Enfin, à ce niveau-là, c'est que dans les programmes de maths, on repère en gros par des coordonnées en relatif, en absolu, mais on ne parle pas beaucoup d'orientation. Or, dès qu'on va déplacer un robot, on va dire un robot tourne à gauche, et puis on lui redit tourne à gauche, et puis on lui redit tourne à gauche, et puis quand il a fait un demi-tour là, il tourne à droite alors qu'on lui a dit de tourner à gauche. Donc on est obligé de se poser en relatif par rapport au robot. Ça, c'est un point de blocage avec quasiment tous les élèves. Il y a toujours ce passage bloqué là où le robot, au lieu de monter vers le haut, comme je le regarde et je lui dis de tourner à droite, il part à droite. Le robot, il est en train de descendre et je lui dis de tourner à droite et il part à gauche. Donc de se placer en relatif sur l'orientation, c'est pas quelque chose qu'on travaille en maths habituellement. Donc c'est quelque chose de nouveau. La position relative de lui dire va 2 cases vers la droite, 2 cases vers le haut et par rapport au départ, ça c'est usuellement travaillé. L'orientation, je l'ai moins vu en général. Donc je finis sur le logiciel, donc logiciel de géométrie dynamique. Il y a quelque chose que j'aimerais bien voir se développer. On est en train de travailler à l'IRES de Toulouse avec le groupe numérique, qui consiste à, enfin on a eu quelques échanges, qui consiste à, il y a des applications, on trouve de tout dans les applications. Il y a une application que j'aime bien, c'est Euclidea, là où il y a des défis mathématiques, là où il s'agit de construire la figure qui est à gauche, là, le triangle équilatéral, à l'aide des boutons de géométrie dynamique. On a le droit de tracer des cercles, de tracer des segments, de faire les points d'intersection, des choses comme ça. Et il faut le faire, alors je ne sais plus ce que veut dire le 4L et 4E, on doit pouvoir faire 4 opérations et 4... bon, je ne sais plus, il y a un nombre d'opérations limité pour tracer ce triangle équilatéral. Et donc là, c'est très amusant parce que même des
étudiants qui n'ont pas eu le contact avec les maths depuis longtemps et qui se plongent là-dessus, ils se prennent au jeu du défi d'essayer de voir s'ils y arrivent. Alors ils trouvent une solution en plus de coûts, et puis ils essayent de diminuer le nombre de coûts pour y arriver, et puis petit à petit, ils arrivent à faire leur programme de construction. Seulement, j'ai bien peur que ce logiciel cette appli n'ait pas été développée par des gens qui enseignent. Et donc au niveau scénario pédagogique pour utiliser en classe, on est très vite limité. On arrive très vite sur des constructions astucieuses et pas celles qu'on voudrait utiliser pour faire émerger une notion nouvelle. Et donc là, il y a besoin de proposer des scénarios pédagogiques, un peu comme on a là sur, alors je vais dire des gros mots en anglais, Hour of Code par exemple, il y a tous ces scénarios qui existent. Et ben là, ça serait bien d'en avoir quelques-uns du même style, là où on peut essayer, là où on peut ajuster, et puis de pouvoir modifier ces scénarios quand on est prof, s'en emparer, donc avoir une plateforme là où on peut expérimenter, ça serait super. Et je reviens dessus, c'est important de laisser de la place à la manipulation, et manipulation avec les mains. Là aussi, quand on a travaillé sur les programmes de collège, sur la géométrie dans l'espace, et que je me suis dit, il faut manipuler les solides, je suis allé voir sur un moteur de recherche. Alors il y en a énormément de la manipulation de solides, systématiquement avec des logiciels de géométrie dynamique, là où les solides ils sont à plat sur l'écran et on les tourne sur l'écran et on manipule rien du tout en fait. Donc, mais c'est dur, on n'a pas fait d'écrire dans les programmes de collège, prenez des pommes de terre et coupez-les et regardez la section à quoi elle ressemble. Donc la manipulation, c'est bien, au primaire on a le droit de manipuler encore, on a du matériel, et je pense que c'est bien d'avoir une approche informatique. Et c'est bien de diversifier les approches. Hein. C'est ce que Michel Artigue disait ce matin. Il ne faut pas prendre une seule entrée et tout miser sur une seule entrée. Et il faut profiter des approches, il faut mêler, dans le temps qui est imparti. Parce que, voilà. Mais s'enrichir, donc le propos, c'est il faut s'enrichir de l'apport de l'informatique pour enrichir toutes les activités qu'on peut proposer. C'est une occasion de rencontrer des petites notions d'informatique, de se familiariser avec, d'être moins, voilà, c'est moins le monde étranger, parce que c'est des choses dont on a entendu parler, qu'on a un peu utilisé. Mais voilà, c'est un point en plus parmi tout le reste. Et si on veut vraiment que ça se passe bien, il y aura, tu l'as peut-être dit, mais il y a la formation des enseignants qui sera cruciale. Parce qu'il faut vraiment les outiller. Déjà, on sait qu'en maths, c'est tout le propos d'aujourd'hui. Hein. C'est difficile d'outiller les enseignants et il y a toute une communauté qui réfléchit à l'enseignement des maths à la maternelle, au primaire, au collège. Il faudrait avoir le pendant sur l'informatique si on veut que ça se passe bien. Voilà. Alors, une ou deux questions dans la salle ? Micro. Très rapidement, c'est une question pour vous deux. Quel est l'état de l'expérimentation, en vrai, à l'école primaire, de l'enseignement de l'informatique ? Qu'est-ce qui a été testé ? Qu'est-ce qui a été mesuré ? Quel est l'état des connaissances ? Tout simplement, parce que j'ai un peu l'impression que les choses que vous décrivez, ou plutôt Gilles, me semblent un petit peu optimistes. J'ai un souvenir, par exemple, d'avoir été dans une classe de 3e, et j'avais l'intention un peu déraisonnable de leur parler d'algorithmes un peu sophistiqués de chiffrement. Et j'avais commencé par l'algorithme de Jules César, je décalais d'un cran, et j'ai compris que dans la classe de 3e à Béthune où j'étais, le premier problème c'est qu'ils ne connaissaient pas l'ordre alphabétique, et le deuxième problème c'est qu'ils n'ont pas du tout compris que l'opération inverse de décaler à droite c'est décaler à gauche. Et c'était en 3e. Et donc voilà, je voulais savoir s'il n'y a pas un peu trop d'optimisme dans ton discours. Alors, c'est deux questions différentes. Il y a une question sur les expérimentations, et c'est un peu une question que je peux retourner à la salle. Je crois qu'aujourd'hui, on a peu d'expérimentations, on en manque, il faut en faire davantage. On a peu de chercheurs en didactique de l'informatique, on en a besoin de davantage, et on commence un petit peu. Donc, si vous avez des résultats empiriques, on est toujours preneur de nouveaux résultats. On en a quelques-uns, mais on en manque beaucoup. Alors, la question de l'optimisme, elle est à replacer dans un contexte dans lequel on s'adresse à des élèves en mode projet. Et donc, il n'est pas nécessaire que tous les élèves aillent au même rythme, ni que tous les élèves aillent aussi loin. Et donc, quand on fait un algorithme chiffrement-déchiffrement,
il y a, mettons, 50% des élèves avec qui on va faire décaler de 1 vers la gauche, décaler de 1 vers la droite avec les difficultés que tu soulèves. Et puis, il y a peut-être, sur les 50% qui restent, 50% des 50%, donc 25%, avec lesquels on va faire décaler de n vers la droite et décaler de n vers la gauche. Et puis, il y en a peut-être le dernier quart ou le dernier centile avec lequel on va pouvoir faire des algorithmes plus complexes. Mais ce que permet une démarche par projet, c'est justement que les élèves qui sont relativement à l'aise, pour une raison qu'on ignore ce jour-là, sur ce sujet-là, puissent aller beaucoup plus loin, alors que on reste avec le reste de la classe parfois sur des algorithmes très, très élémentaires. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux. C'est-à-dire le jour où on fait écrire un compilateur aux élèves, il y en a où on leur fait juste écrire un compilateur et s'il y a 3 instructions dans le langage, on est bien content. Et ça, c'est les objectifs pédagogiques minimaux. Mais on en a toujours un binôme au fond de la salle qui est toujours à nous casser les pieds pour savoir qu'est-ce qui se passe si on rajoute du parallélisme, etc. et comment on compile ça, quoi. Et ça, c'est vraiment important qu'on réponde à l'hétérogénéité. Voilà. Et donc là, j'ai essayé de donner des exemples qui s'adressaient à tous. J'ai essayé de donner des exemples vers lesquels on pouvait pousser les élèves, parce que c'est aussi important de leur donner des défis et de les motiver comme ça. Mais bien entendu, il n'est pas nécessaire que tous les élèves fassent chacune des activités que j'ai décrites. Oui, je voulais donner une réponse à certaines expériences. À l'ESP de Livry-Gargan, il y a une option de recherche, redécouvrir les mathématiques à travers les pratiques, qui sont conduites par des enseignants-chercheurs de l'Université Paris 13, de l'IREM de Paris-Nord. Et nous avons donné plusieurs mémoires sur GeoTortu, puisque GeoTortu est développé là-bas. Et alors c'est effectivement encadré par des enseignants de l'université et des stagiaires qui ont été formés pour. Mais dès le CE2, les élèves pratiquent du GeoTortu extrêmement rapidement. Et on a été... Alors, modulo, il faut leur apprendre à manipuler la machine, ouvrir un logiciel, etc. Mais on avait commencé par des choses très très simples. Et au bout de 20 minutes, la moitié des élèves avaient terminé de faire un carré. Et on a fait la seconde séance dès la première séance, avec des effets qu'on n'avait pas mesurés. Certains élèves qui étaient dits non lecteurs ont commencé à essayer d'écrire et ont fait des progrès en lecture pour pouvoir programmer à la tortue. Et les dessins qu'ils faisaient en géométrie après, d'écrire des carrés, etc., étaient à la main beaucoup plus rigoureux qu'avant d'avoir fait cette activité. Et donc la programmation peut également avoir des effets sur toute l'éducation en fait, des élèves dès le cycle 2. Je voulais juste rebondir sur cette idée qui est une idée très importante. Tu disais, il y a des élèves qui ne connaissent pas l'ordre alphabétique en 3e, on ne peut pas leur faire l'algorithme de César. Mais pourquoi est-ce qu'ils le connaîtraient? À quoi sert l'ordre alphabétique? Si tu ne fais pas l'algorithme de César, l'ordre alphabétique ne sert à rien. Donc, c'est juste... Enfin, sert moins. Peut-être qu'ils cherchent aussi à chercher dans le dictionnaire... Et donc, oui, leur donner la motivation. Voilà, et donc l'algorithme de César peut être une motivation pour comprendre. Alors, j'ai la même réponse sur la recherche dichotomique et le logarithme. Et donc, on me dit toujours, on ne peut pas faire la recherche dichotomique, la recherche d'un mot dans le dictionnaire en coupant le dictionnaire en deux. Parce que le nombre de recherches qu'il faut faire, c'est le logarithme binaire arrondi par excès du nombre de mots dans le dictionnaire. Et on me dit, avant la terminale, ils connaissent pas le logarithme. Donc on peut pas faire la recherche d'un mot dans le dictionnaire avant la terminale. C'est justement le contraire. On peut faire le logarithme en CE2. C'est un peu optimiste, je le reconnais. Mais en définissant le logarithme comme le nombre de comparaisons quand on cherche un mot dans le dictionnaire. Et c'est une définition qui est tout à fait correcte et tout à fait légitime et tout à fait rigoureuse et qui peut après nous amener à des notions plus complexes de logarithme.